Salut, je m'appelle Phil, qu'est-ce que j'ai lu récemment, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, c'est parti pour un nouveau Top Comics. Allez, on commence tout de suite avec du lourd, directement du lourd. C'est quoi? Je me- Ouais, je sais que c'est A Life Story, mais en français c'est l'histoire d'une vie, voilà, Spider-Man, Life Story. Au scénario c'est Chip Zdarsky, au dessin c'est Mark Bagley, c'est un bouquin, vous avez dû le voir passer sur Twitter, c'est le bouquin à la mode en ce moment, tout le monde en parle, comme quoi c'est génial, c'est énorme et compagnie. Alors en général, quand je vois passer un truc comme ça sur Twitter, je suis assez méfiant. Et en fait, étrangement cette fois-ci, je me disais, ouais, pourquoi pas, ça peut être bon. Parce que tous les indicateurs étaient dans le vert, je veux dire, le concept est bien, Spider-Man qui vieillit. Ouais, oui, bah oui, j'ai pas expliqué le concept en fait. C'est Spider-Man dans les années 60 qui doit avoir 15-20 ans à peu près. Et en fait, il vieillit en même temps que nous, c'est-à-dire on arrive jusqu'en 2020, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui. Et donc il a 75, 80 dans ces eaux-là à peu près. Et évidemment, il arrive ce qui lui arrive euh, dans l'univers Marvel 616 habituel, c'est-à-dire il y a la saga du clone, il y a Superior Spider-Man, et on voit sa réaction en tant qu'adulte, en tant que père. En fait, c'est ce que je disais dans la saga du clone, ça serait bien de voir Peter Parker vieillir, voir ses réactions. Et ben voilà, c'est ce qu'il y a dans ce bouquin. Et en général, quand Peter Parker vieillit, on avait déjà vu ça dans comment ça s'appelait déjà? Oh, je dois l'avoir, bougez pas. Voilà, Spider-Girl, j'avais complètement oublié le titre alors que c'est hyper basique. C'est Spider-Man qui est vieux, enfin Peter Parker qui est vieux. On suit les aventures de sa fille et franchement, c'était pas mal. Et j'ai remarqué qu'en général, quand Peter Parker vieillit et qu'on voit ses réactions et qu'on voit sa vie, c'est toujours bien foutu. Donc là, j'étais assez optimiste et effectivement, c'est très bon. Au moins la première moitié, je m'explique. C'est toujours génial de voir le héros vieillir, de voir son attitude changer avec l'âge. Je vais pas refaire ce que je disais dans la vidéo sur la saga du clone avec Luke Skywalker qui vieillit, qui devient aigri, et je trouve ça génial. Là c'est pareil, il reste toujours optimiste, ça reste toujours Peter Parker, mais il n'a pas les mêmes réactions que le gamin de 25 ans qu'on voit régulièrement dans l'univers 616. Et donc on le voit évoluer avec ses amours, avec ses ennemis, avec les clones. Ils reviennent sur toute la vie de Spider-Man et uniquement la vie de Spider-Man. C'est pour ça que je pense qu'un jour ou l'autre ils vont nous faire la même chose avec les X-Men, obligé. Et c'est les limites aussi de l'exercice. C'est-à-dire qu'il y a des moments passionnants. Il y a la guerre du Vietnam, puisque ça se passe dans les années 60. Voilà, là vous avez Captain America contre les soldats américains. Et ça, j'aurais voulu en savoir plus, franchement. Et en fait, étant donné qu'un chapitre fait, ça fait quoi, 20, 30 pages, grand max, hein. Ils sont obligés d'aller vite et il y a plein de choses. Les à côté de l'univers, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus en fait. Il y a aussi le problème que une fois passé l'effet de surprise, c'est-à-dire les... Il y a combien de chapitres? 6 chapitres? Bah, allez, c'est ce que j'allais dire. Après le troisième chapitre, une fois passé l'effet de surprise, bah, ça devient une lecture un peu plus classique. Ça reste toujours très bon, attention. On a toujours l'impression que je suis aigri, je suis en train de descendre les comics perpétuellement. Non, non, c'est très bon, c'est juste que, évidemment, les premiers. Bah, c'est comme quand vous regardez une série télé, en général, le pilote est excellent, et puis après, bah, vous avez compris le truc, et vous regardez ça, c'est bien, voire très très bien, mais bon, il n'y a plus l'effet ressenti au premier épisode. Là, c'est pareil, le premier chapitre a tombé par terre, le deuxième, on adore, le troisième, on adore, et puis plus on s'enfonce dans la lecture, finalement, bah, on a pris le coup. On a compris ce qui va se passer, on n'est plus autant surpris qu'avant, on sait qu'on va être frustré parce qu'on va nous présenter des personnages, mais on verra jamais ce qu'ils vont devenir, en tout cas pour l'instant. Ça m'étonnerait qu'ils développent un univers genre Ultimate, mais bon, pourquoi pas. Et donc malgré tout ça, malgré le fait que je sois tout le temps en train de critiquer, non, non, c'est une excellente lecture, en plus c'est une histoire complète. Donc oui, allez-y, c'est très très bon, c'est très très bon. En plus les dessins, Marc Bagley, c'est voilà, c'est le meilleur dessin. Et on n'a pas vu ça depuis Ultimate Spider-Man, où là il avait passé un cran, il était sur Spider-Man avant dans les années 90. Là il a passé encore un cran. Franchement, il est au-dessus du game là, très, très, très fort, hein, très fort. Donc voilà, quand je dis qu'il y a de la frustration, ben, en fait c'est un bon point parce que ça veut dire que le scénariste a réussi à rendre son univers passionnant et on veut en savoir plus à chaque fois. Donc Spider-Man, pour une fois Twitter a raison, c'est très rare, mais pour une fois Twitter a raison. Non, je dis ça parce qu'en général Twitter s'emballe pour tout et n'importe quoi. Et là pour une fois, bah oui, c'était prévisible de toute façon. C'était forcément un bon titre. Je vois pas comment, avec un concept comme ça et avec un dessinateur comme ça, je vois pas comment il pouvait se planter.
Et le petit 3, j'allais dire le scénariste, mais en fait, avant ça, je le connaissais pas. Je sais pas sur quoi il a bossé, bah, je vais vous le dire, tiens, en direct. Ah bah oui, mais il bossait sur du Spider-Man 2019. Donc, et moi, j'ai arrêté Marvel après 2016, après Secret Wars. Donc voilà, je ne le connaissais pas, ou alors si je le connais, ça m'a pas marqué plus que ça. Et encore, je crois que c'est même pas son vrai nom. Mais je dis peut-être une bêtise, donc à vérifier avant sur Twitter. Sur Internet. J'arrête pas de parler de Twitter, mais en fait, je vous mets le lien dans la description de mon Twitter. De toute façon, il y a à chaque fois, même dans les rétro comics, dans toutes mes vidéos, je mets le lien sur le Twitter. Parce que je poste des photos de mes lectures récentes. Donc voilà, si vous voulez que je parle d'un truc dans un prochain Top Comics, vous me le dites. Par exemple, il y a de grandes chances pour que je parle du scénario oublié d'Alien 3. On me l'a demandé, il y a des gens qui sont intéressés, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Donc, je suis en train de le lire et j'en parlerai peut-être dans le prochain Top Comics, pourquoi pas. Donc, Spider-Man, A Life Story. Comment ça s'appelle, A Life Story? L'histoire d'une vie. Excuse me, I speak English very well, you know. Spider-Man, l'histoire d'une vie, j'ai pas y arrivé. Allez, bah directement, premier, évidemment, puisqu'il est seul. Ça va être dur de le déloger, mais j'ai du lourd, j'ai du très très lourd. Regardez la suite, ce que c'est. Attention, transition. Oh, effets spéciaux. Heroes in Crisis. Bon, il est sorti il y a déjà 3-4 mois. Je suis un petit peu en retard, tout le monde en a déjà parlé, mais je vais quand même vous en parler. J'ai oublié de dire, c'est chez Panini, et ça c'est chez Urban, voilà. Alors, Heroes in Crisis, au dessin, c'est Clayman, principalement parce qu'il y a d'autres dessinateurs, mais surtout le plus important, c'est le scénariste, c'est Tom King. Tom King, j'aime beaucoup ce qu'il fait en ce moment sur Batman, enfin quand je dis en ce moment, c'est en ce moment en VF, je sais pas s'il est encore sur Batman en VO. J'aime beaucoup la façon dont il traite les super-héros, parce que je vois par exemple sur Batman, il sort des histoires habituelles de Batman contre des mafieux, Batman contre le Joker qu'il va mettre en prison pour la 10 millième fois. J'en ai marre, stop, non. Et lui il arrive et par exemple dans Batman il explore le côté, alors j'allais dire le côté Bruce Wayne de Batman, mais en fait c'est même pas ça. Il explore pas Bruce Wayne, il explore Batman carrément, mais pas Batman le super-héros, Batman l'homme. Et comme j'aime beaucoup Tom King sur Batman, vous allez me dire, ah mais tu vas adorer Tom King sur Heroes in Crisis alors. Problème c'est que j'adore Bendis par exemple, Bendis sur Daredevil, Bendis sur Ultimate Spider-Man, tiens on revient encore à Ultimate Spider-Man. Bendis je l'aimais bien quand il était sur des personnages, des héros solitaires, des personnages uniques. Quand il est arrivé sur Avengers et puis après tout ce qui a suivi, les X-Men et compagnie, j'ai pas du tout aimé. Le style Bendis, ses longs dialogues, sa narration décompressée très très lente, ça marchait pas sur les Vengeurs par exemple. Non. Donc je me suis dit, si Tom King fait ce qu'il a fait avec Batman, et aussi Vision, tiens j'ai oublié, c'est Tom King Vision et c'était très bon, s'il fait la même chose sur tous les super-héros qui sont là-dedans, et que ça marche pas, eh ben ça va pas marcher. Et donc Heroes in Crisis, est-ce que ça marche ou pas, le fait qu'il aille dans les méandres du cerveau des super-héros, au lieu de juste parler des faits héroïques qu'ils accomplissent, ben, ça marche très bien en fait. J'adore, j'ai franchement adoré, et pourtant, contrairement à, comment ça s'appelle, l'histoire d'une vie, je vais pas y arriver. Spider-Man, l'histoire d'une vie, là, tous les indicateurs étaient dans le rouge. Donc je vous disais, j'avais peur que Tom King, son talent, n'arrive pas à s'épanouir, on va dire, avec une multitude de super-héros. En plus, ça s'appelle Heroes in Crisis, et au début, je me suis dit, mais non, j'en ai marre d'essayer avec leur Crisis, il n'y a qu'une seule vraie, à l'américaine, il n'y a qu'une seule, il n'y a qu'une seule vraie Crisis, c'est Crisis on Infinite Earth. Ils ont complètement renouvelé l'univers DC avec cette Crisis. Donc toutes les autres Crisis sont forcément moins bien, c'est obligé. Tu vois, ça pue le truc commercial là tout de suite. Là, on met Crisis, ça va se vendre. Donc voilà, j'étais moyennement chaud. Et en fait, c'est... Ouais, bah c'est... quand j'ai fini le bouquin... Ah, je vais vous faire un petit peu le pitch pour que vous compreniez en fait. C'est un whodunit. Whodunit, pinaise. Non. Dans le sens où l'histoire commence, il y a des meurtres de super-héros secondaires. Et c'est une histoire complète, à la fin on vous dit qui est le coupable, comment le ou les coupables, ou la coupable, je reste dans le flou pour que vous découvriez le truc, comment ils ont fait, quelles étaient les motivations, bref, c'est pas bien épais, mais c'est une histoire complète. Et en fait donc je vous disais, il n'y a qu'une seule Crisis et compagnie, et quand j'ai fini le bouquin je me suis dit, la vache, il y a quand même des meurtres de super-héros secondaires certes, mais c'est énorme. Surtout quand vous connaîtrez le nom de l'assassin, c'est pas n'importe qui. En fait, c'est pas juste une petite crisis, c'est pas juste une petite crise,
c'est pour moi, je vois pas comment l'univers DC peut se relever, comment l'univers DC, j'ai envie de dire, comment il peut se regarder dans la glace, c'est plus possible. Les choses ont changé avec ça. Cependant, pour apprécier ce bouquin, il faut connaître Rebirth et il faut avoir lu les débuts de Rebirth. Je vous dis ça parce que quand vous allez voir qui est derrière tout ça, peut-être que vous allez vous dire ah ok, d'accord. Mais si vous avez lu l'histoire où ce personnage apparaît, ça prend vraiment tout son sens. Et on comprend mieux la détresse du ou des personnages qui sont derrière tout ça. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça fait partie, contrairement... Ah, j'ai plus besoin de me baisser, j'ai mis une chaise, là, je suis malin. Hein. Contrairement à Spider-Man, qui est une histoire complète, et qui suffit à elle-même, ça aussi, c'est une histoire complète, mais si vous n'avez pas le background, vous risquez de passer à côté de beaucoup de détails, et de ne pas l'apprécier à sa juste valeur. Donc, Heroes in Crisis... Ah! J'aurais dû y réfléchir avant de lancer la caméra et de faire l'émission. C'est compliqué parce que Spider-Man, l'histoire d'une vie, se suffit à lui-même. Et je sais que j'aurai plaisir à le relire dans 1 an, 10 ans, 100 ans. Parce que je serai toujours là, je suis immortel. Par contre, Heroes in Crisis, j'ai tout de suite aimé ma lecture. En tout cas, je l'ai préféré à Spider-Man. Ça a été vraiment un plaisir immédiat, donc... Là, tout de suite, à chaud aujourd'hui, je préfère Heroes in Crisis que Spider-Man, l'histoire d'une vie. Mais ce classement peut changer dans l'heure qui suit. Faut pas trop que j'y réfléchisse parce que sinon je serais capable de tout modifier. Donc on va dire Heroes in Crisis premier, Spider-Man deuxième. On va passer au 3e comic, je voulais le faire en dernier, mais bon tant pis on va le faire. Crossed. C'est sorti chez iComics et j'avais pas l'intention d'en parler parce que j'en ai déjà parlé dans un vieux rétro comics comme quoi j'aimais beaucoup ce bouquin. À l'époque il était sorti chez Panini. J'en ai parlé dans le dernier rétro comics où j'ai dit encore que j'aimais beaucoup ce bouquin et je pensais pas qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas Crossed parce que je trouve vraiment ça excellent. Et pourtant il y a des critiques dans les commentaires de gens qui m'ont dit je n'aime pas Crossed parce que je crois que la critique principale, c'était que Garcenis allait vraiment très loin dans la vulgarité, dans le voyeurisme, dans le gore inutile. Petit rappel pour ceux qui connaissent pas Cross, mais je pense que ça fait 10 ans qu'on en entend parler, donc tout le monde sait ce que c'est. C'est l'histoire d'infectés, c'est-à-dire l'équivalent des zombies, sauf que là, au lieu de vouloir vous bouffer, ils veulent vous choper pour vous torturer. C'est pas juste le zombie vous chope, vous souffrez pendant 30 secondes le temps qu'il vous bouffe, et puis c'est fini. Non, là c'est pas le cas. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce bouquin, parce que oui, Garcenis va très très loin, mais pour une fois, le scénario est justifié. Alors pourquoi je dis pour une fois ? Parce que, waouh, j'ai tout préparé, j'avais oublié de préparer Spider-Girl, mais là j'ai tout préparé. Des fois, Garcenis va très très loin, et c'est exagéré, vraiment pour rien. Je pense à Jimmy Bastards, que j'ai adoré, attention, que j'ai adoré, mais ça va très très loin dans le n'importe quoi. Just Pilgrim, et là je me rends compte que je me suis trompé, j'aurais dû prendre le tome 2, je crois que c'est dans le tome 2 qu'il y a un personnage qui gonfle, qui grossit, qui est infecté de pu ou je sais pas quoi. Ça fait, je crois que je ne l'ai pas relu depuis 15 ou 20 ans ces trucs. Hein. Et dernier exemple, c'est le Punisher, où à un moment il y a un gars de la mafia, ils sont dans un zoo, et il y a un gars de la mafia qui se fait arracher la tête par un ours. C'est très drôle, mais franchement c'est n'importe quoi, faut être honnête. C'est uniquement pour la blague qu'il fait ça, c'est uniquement pour la blague. Et c'est pour ça que Crossed, Garcenis va très loin, mais pour une fois c'est vraiment justifié. Il peut se le permettre parce que 99% des personnages qu'on voit là-dedans sont infectés, et donc une envie c'est faire du mal. Là pour moi, pour une fois, Garcenis peut se lâcher, c'est amplement justifié. Pour une fois, son scénario permet de faire des choses comme ça, des choses ignobles, mais vraiment atroces, jusqu'au meurtre d'enfants, comme je dis dans le rétro comics, parce que le pitch, le scénar, tout est fait pour qu'il aille dans cette direction, c'est amplement justifié. Et donc pour une fois c'est pas de l'abus de grossièreté facile, de gore facile. Donc voilà, je respecte si vous aimez pas Crossed, parce que c'est vraiment une lecture très hard aussi. Je crois que c'est un des pires trucs que j'ai lu. Alors il y en a peut-être dans les commentaires qui vont me dire oh bah non, c'est que t'as jamais lu ça, t'as jamais lu ça. Là aussi une fois de plus c'est une question de sensibilité, c'est comme les films. Hein. Il y a les films avec Screamer par exemple ne me font absolument rien. Et puis il y a des fois ils vont filmer une porte qui ne bouge pas et moi je suis comme ça. Vraiment on n'a pas la même sensibilité sur les choses. Et là Crossed, peut-être parce que il y a les fameux meurtres d'enfants que je parle dans le rétro comics,
Crost, quand même, ça va loin des fois, et ça me choque, mais ça fait du bien. J'aime être choqué. C'est le principe de l'art. Si on était tout le temps apathique devant tout et n'importe quoi, ce serait triste. Donc là, je suis choqué et ça me plaît. Donc Cross directement à la première position, à réserver un public averti, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est très très bon, mais déjà, il faut rentrer dans le délire et puis il faut s'accrocher quand même. Et tiens, mais oui, maintenant que j'y repense, j'avais dit que dans les commentaires de la vidéo, que je reviendrai sur la vidéo Rétro Comics, et comme j'ai parlé de Cross dans le Rétro Comics, habile transition une fois de plus, quel talent. Déjà, Rétro Comics une fois de plus, super bien accueilli, je vous remercie. Vous pouvez pas savoir quand on est créateur, comment ça fait plaisir d'avoir des retours positifs quand vous mettez une vidéo. Parce qu'à chaque fois on a peur, à chaque fois on se dit, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire. Parce qu'en fait, l'écriture du Rétro Comics s'est très très mal passée. J'étais parti à la base sur Crost, et à la fin du Rétro Comics, je parlais du Nova 115, et je parlais, il est là aussi sous mes yeux, de Captain Marvel, mais vraiment brièvement, quoi, comme ça, tiens, il y a aussi ça dans les meurtres d'enfants et tout. En fait, quand j'ai relu le truc, je me suis dit, mince, c'est pas drôle. Donc j'ai commencé à relire profondément Captain Marvel, sauf que je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien à faire sur Captain Marvel. Donc j'ai relu le Nova 115 avec l'histoire de Spider-Man, et je me suis dit, waouh, ça ferait un super pour la petite histoire. Sauf que le temps passait, et je me disais, faut quand même que je fasse une vidéo. Et en relisant l'histoire de Spider-Man, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de petits moments what the fuck, rigolo et compagnie. Donc je me suis dit, au lieu de faire un pour la petite histoire, je vais faire un rétro comics avec cette histoire. Donc j'ai écrit le truc en vitesse parce que je me donne des deadlines, il faut que ce soit fini à 100% à telle date et je veux absolument m'y tenir. Ce qui fait que j'ai pas eu de recul vraiment sur ma vidéo. Donc je l'ai posté et je savais pas si ça allait plaire. Donc merci pour tous les pouces bleus, merci pour les commentaires super positifs. Ça fait vraiment plaisir, surtout dans ces moments de doute. Allez, on enchaîne parce que je suis à combien d'heures d'enregistrement là? Oh la vache! Divinity, comme on dit, je ne sais pas, on va dire Divinity. Hein. C'est un titre Valiant édité en France par Bliss Comics. Valiant, pour ceux qui ne savent pas, c'est un autre univers, c'est comme DC, c'est comme Marvel, c'est un univers de héros partagés. Voilà. Au scénario, Mankind qui a beaucoup travaillé pour Valiant, au dessin Trevor Erskine. Et de quoi ça parle Divinity? C'est l'histoire d'un cosmonaute russe. Je vous fais la version courte une fois de plus pour éviter de spoiler. Un cosmonaute russe donc qui est envoyé au fin fond de l'univers. Il obtient des pouvoirs quasi divins. Il revient donc sur Terre parce qu'il était parti pour une longue période. Hein. Aller au bout de l'univers, ça fait quand même une trotte. Hein. Et ça, c'est la fin du premier tiers du bouquin et c'est super intéressant. C'est super intéressant dans le sens où en fait il est plus vraiment humain, il est presque devenu un dieu, il a des pouvoirs très puissants, il peut interagir sur le temps, sur la réalité. À un moment il y a un gars qui vient sur lui avec un fusil, il le transforme en milliers de petits papillons, vous voyez ce genre de truc. Ah c'est pas Spider-Man, hein, il fait pas que grimper au mur. Hein. Et donc ça pose plein de questions comme le Silver Surfer de Stan Lee d'ailleurs, maintenant que j'y repense. C'est-à-dire une fois que vous avez des pouvoirs de dieu, une fois que vous avez des pouvoirs divins, qu'est-ce qui reste de votre humanité? Est-ce que, maintenant que vous êtes au-dessus des hommes, est-ce que vous pouvez encore avoir de l'empathie pour votre ancien amour, pour les êtres humains en général? Et c'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très bon, très intéressant. Malheureusement, c'est que le premier tiers. C'est Divinity intégral parce qu'en gros, il y a 3 parties là-dedans. Il y a les origines du personnage, très très bon. Et ensuite, la deuxième partie, c'est l'espèce de Age of Apocalypse version Valiant, c'est-à-dire l'univers Valiant est devenu communiste. Et c'est là quand même que tu vois les limites d'un monde super-héroïque partagé comme Marvel, DC et Valiant. C'est qu'au bout d'un moment, tu répètes toujours les mêmes choses. Et ça, tu le vois dans le sens où c'est la même chose que Age of Apocalypse, c'est-à-dire les super-héros ne savent plus qui ils sont vraiment, mais il reste quand même un super-héros qui se souvient de tout et qui veut revenir à la normale. Bref, cette deuxième partie est pas franchement intéressante, mais plus comme je disais tout à l'heure dans la bagarre classique. Et dans la troisième partie, ils reviennent sur les origines des héros transformés qui sont devenus communistes. Donc c'est pas non plus une bonne porte d'entrée pour l'univers Valiant. Donc Divinity, je suis désolé, mais il faut un dernier, et tu es le dernier aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, et la prochaine vidéo, attention surprise, ce n'est pas un rétro comics, vous verrez ça au début du mois prochain. Allez, à la prochaine, merci beaucoup!